Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action, notre émission de décryptage des marchés. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juin 2020. L'inflation est au plus haut depuis 20 ans, malgré tout les indices continuent de monter, le CAC 40 n'est plus qu'à 4,5% de son plus haut historique. Il est l'heure de faire un point complet sur les marchés. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Les grands rendez-vous de la semaine chez Zone Bourse, tous les matins le morning meeting d'Anthony Bondin, tous les jours Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac qui fait également une émission hebdomadaire qui s'appelle Pump and Dump qui est publiée le vendredi. Et puis comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action avec au sommaire le focus marché, les derniers grands décalages, les actualités économiques passées et à venir, ainsi qu'un top flop pour mieux comprendre, appréhender l'inflation, les taux de croissance, les politiques des banques centrales, etc. etc. Le focus marché pour commencer. Nouveau record historique du S&P 500 et du Nasdaq 100, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le Dow Jones est un peu à la traîne, délaissé ces dernières séances au profit des valeurs de croissance. Vous savez, ces derniers mois, on a eu des périodes où les opérateurs avaient peur qu'on ait une très forte inflation et qu'à terme, cela force la Banque centrale américaine à relever ses taux d'intérêt et que cela pénalise les valeurs de croissance. Du coup, on avait eu une sorte de vase communicant avec un S&P 500 et un Dow Jones qui continuaient de monter et un Nasdaq qui était en pause depuis plusieurs semaines. Or, récemment, on a eu des chiffres d'inflation et malgré une inflation très élevée, eh bien, les marchés ont continué de monter et le Nasdaq a repris du poil de la bête. Partant du principe simple que cette inflation était transitoire, qu'elle était momentanée, ce qui est le scénario dont je vous parle depuis plusieurs semaines et qui est d'ailleurs le scénario central de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la fameuse Fed, avec qui on a rendez-vous mercredi soir. Enfin, surtout avec son président Jérôme Powell. Et donc en gros, même si l'inflation est très forte à court terme, les marchés anticipent que cette inflation retombe et donc que la Banque centrale fasse un tapering dans le temps mais relativement long, que les hausses de taux n'interviennent pas avant 2023, que la Banque centrale ne soit pas pressurisée par ces chiffres d'inflation et donc que les opérateurs puissent revenir sur les valeurs de croissance. C'est ainsi que le Nasdaq 100 a inscrit hier soir un nouveau record historique. Nouveau record historique pour la bourse allemande avec le DAX, nouveau record historique pour le CAC 40 dividendes réinvestis, nouveau record annuel du CAC 40 qui retrouve son plus haut historique en cours de clôture mensuelle. Donc on était dans les années 2000, en septembre 2000, on a un plus haut historique en cours de clôture à 6630 points et on a un plus haut historique le plus haut en extrême à 6944 points. Donc là, ce matin, on est à 6650. Donc, on n'est plus qu'à 300 points. Donc, à peu près à 4,5% du plus haut historique du CAC 40. De son côté, l'indice Eurostoxx, donc les 600 plus grosses valeurs européennes, enchaîne sa 8e séance consécutive de hausse. C'est sa plus longue série en plus de 2 ans. Donc on voit bien que globalement, que ce soit aux États-Unis, en Europe, eh bien l'appétit pour le risque est bel et bien présent et je dirais même qu'il accélère ces derniers temps. Comme je l'écris ici, il y a une ambiance de déconfinement qui crée un environnement de confiance qui vient renforcer des projections économiques solides. Ces derniers mois, on a eu des publications de sociétés qui étaient bien au-dessus des attentes. On a eu des chiffres macroéconomiques qui étaient extrêmement bons ces dernières semaines. Et avec donc le déconfinement, le retour à la vie, le retour à la consommation, le soleil, les terrasses, etc. Voilà, on sent bien qu'il y a une ambiance
de confiance absolue, voire même d'euphorie, qui fait que les marchés sont sur un pilote automatique. Et d'ailleurs, je pense que le titre de cette semaine ne sera pas les marchés en inaction, mais les marchés en roue libre, puisque nous avons des indices qui montent pratiquement mécaniquement tous les jours. Alors, il ne faut pas oublier que les banques centrales n'y sont pas pour rien, hein, puisqu'elles injectent à elles toutes les banques centrales de la planète, pratiquement 1 milliard de dollars toutes les heures. Ce qui forcément aide les indices à monter mécaniquement. Les investisseurs cette semaine attendent le début d'une discussion des membres de la Fed qui vont se réunir mardi et mercredi autour d'une réduction du programme de rachat d'actifs. Donc le programme de rachat d'actifs, c'est ce qu'on appelle le programme de quantitative easing. C'est le programme de soutien de la Fed. Or, une réduction du programme de rachat d'actifs ou une réduction du QE, on appelle ça le tapering. Donc sur Twitter ou dans les médias, si vous voyez le mot tapering, eh bien ça veut dire que la Banque centrale prépare globalement les marchés à ce qu'elle soit un petit peu moins en soutien. Jusqu'ici, elle injectait tous les mois, elle va continuer d'injecter tous les mois, mais elle injectera progressivement de moins en espérant un jour peut-être arrêter d'être au chevet permanent des marchés, arrêter de soutenir artificiellement et laisser tout simplement les cycles économiques se faire. Et on suivra également les dot plots. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une matérialisation avec des petits points, avec les votes des différents membres de la Fed, qui montrent à quel moment les membres de la Fed pensent que les taux d'intérêt vont devoir être remontés. Ces derniers temps, on a donc parlé dans les médias d'inflation, de tapering et de hausse de taux potentiels. Mais gardez bien en tête deux choses. Point numéro 1, un tapering n'est pas un arrêt du programme de rachat d'actifs, mais bel et bien une réduction. Donc la Banque centrale continue d'injecter quand même tous les mois, même si on ralentit le rythme. Et les taux d'intérêt ne vont pas monter en 2021. Ils ne vont pas non plus monter en 2022. La Fed nous garantit pratiquement pour le moment qu'on a au moins 1 an et demi de taux extrêmement bas devant nous. Donc voilà, il faut avoir ces choses-là en tête. Aujourd'hui, l'inflation est peut-être une des seules épines dans le pied des marchés. Et cette inflation, eh bien, les opérateurs en ont de moins en moins peur. Ils sont confiants sur le fait qu'elle devrait retomber dans les trimestres à venir, que la Fed devrait rester en soutien et qu'elle ne devrait pas monter les taux avant 2023. C'est ce qui fait qu'on a un environnement de marché aussi confiant, aussi en soutien, aussi positif. Le pétrole, lui, grignote à la hausse, toujours haussier, il a dépassé 70, il est à 71 $ désormais. On entend de plus en plus de prévisionnistes nous parler d'un pétrole à 100 $. Alors il est vrai que ces dernières années, il y a eu une très forte baisse des investissements dans le secteur pétrolier. Benjamin Louvet, qui est spécialiste sur le pétrole, a fait de très bonnes interviews à ce sujet. Et en fait, il explique que ces dernières années, on n'a pas investi pour trouver de nouveaux gisements et pour développer, agrandir l'offre existante sur le marché. Donc potentiellement, on va avoir un souci puisqu'on a une planète économique qui redémarre à fond. On va avoir une demande de pétrole qui va être extrêmement forte, mais on a une offre qui, elle, n'est pas extensible. Et comme l'explique Benjamin, un puits de pétrole, on ne peut pas comme ça mettre un robinet et le mettre de off sur on. On ne peut pas le passer en opérationnel aussi rapidement. Il faut faire de la recherche, il faut creuser des puits, il faut tout mettre en fonctionnement et alors, à ce moment-là, on a du pétrole. Mais en gros, il vous faut plusieurs trimestres, voire plusieurs années d'investissement pour que de nouveau l'offre puisse augmenter. Donc, on a pas mal de prévisionnistes qui nous parlent du pétrole à 100 $. Je suis d'accord avec eux sur le principe même que si l'offre vient à se tarir, qu'il n'y a pas de dépenses, d'investissement, etc., on va avoir un problème au bout d'un certain temps.
Mais ce concept du manque d'investissement dans le secteur pétrolier qui pourrait nous conduire à un mini-choc du pétrole, ça fait maintenant 5 ans que j'en entends parler. Alors effectivement, peut-être qu'à un moment donné, cela se matérialisera. Mais si au contraire, la machine économique qui s'est littéralement emballée sur les 2 trimestres qui viennent de passer, et je pense pour les 2 trimestres à venir, donc la machine économique s'emballe, certes, mais on attend une normalisation. L'OCDE, la Banque mondiale, attendent pratiquement 6% de croissance mondiale en 2021, mais ensuite 4,5 à 5% en 2022. Donc, il faut bien comprendre que ce soit sur la croissance économique, que ce soit sur l'inflation, que ce soit la demande de pétrole, etc. Au moment où je vous parle, au mois de juin 2021, on est au top du top du top de la reprise. Les chiffres sont au maximum, la machine économique tourne plein pot, on a mis de la nitroglycérine dans la locomotive, on a tous les PMI des services et manufacturiers dans toutes les zones économiques qui sont à fond, certes, mais cette situation ne va pas durer. Les tensions sur les prix vont se détendre, la machine économique va se refroidir un petit peu, on va normaliser la croissance, normaliser l'inflation, c'est les anticipations des banques centrales, de la Banque mondiale, de l'OCDE. Donc voilà, on va toujours avoir une consommation, une demande de pétrole assez importante, mais de là à ce qu'on ait un choc pétrolier, nous verrons bien. En tous les cas, pour finir sur ce petit point du pétrole, je trouve ça amusant parce que quand on était à 50 dollars, personne visait 100. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin d'année dernière, moi je vous disais que j'avais un objectif sur le pétrole à 60-65 dollars. Voilà, on l'a atteint et dépassé. C'est bizarre parce que quand on était à 50 dollars, personne visait 70 dollars et maintenant qu'on est à 70, tout le monde vise 100. Donc attention aux effets de consensus. Le pétrole vient de tripler, quadrupler en l'espace de quelques trimestres. Certains se sont bien gavés. Par contre, prendre des paris haussiers forts sur le pétrole maintenant à 70 pour viser les 100 dollars, bah, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu au milieu de la fête, quoi. On arrive un petit peu avec un timing sur des marchés qui sont surachetés. Donc attention. Concernant l'or et l'argent, ils consolident à l'horizontale avant la Fed. Fonction du discours plus ou moins fort de Jérôme Powell, on aura un coup de fouet ou non sur le dollar. Et étant donné que l'or et l'argent sont libellés en dollars, bien évidemment, ça aura un impact sur ces derniers. Quant au Bitcoin, il est toujours baladé par les tweets d'Elon Musk. On a bien tenu le support des 30 000 dollars qui a été testé à 2-3 reprises. On est remonté vers les 40 000 dollars. Donc pour l'instant, on a toujours un marché des cryptos qui est fortement haussier depuis le début de l'année. La capitalisation boursière totale est passée de 750 milliards à 1800 milliards. Donc on est toujours en hausse de plus de 150% depuis le 1er janvier. Concernant le Bitcoin, on est toujours haussier à long terme. Et pour redémarrer la hausse, il faudra réussir à casser la MM200 qui est à 42 600 dollars. Voilà donc pour ce contexte de marché. En termes d'actualité économique, la semaine passée, on a eu la confiance des consommateurs aux USA qui est ressortie en hausse et supérieure aux attentes à 86,4 points alors que le consensus attendait 84,1 points. Or, aux USA, quand le moral va, tout va. Ou plutôt quand la consommation va, tout va, puisque plus des 2 tiers du PIB dépendent de la consommation interne. Donc si le consommateur va bien et qu'il a le sourire, il va consommer et tout va bien dans le meilleur des mondes. La semaine dernière, on a eu aussi donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis, l'inflation qui est ressortie en hausse de 0,7% alors que le consensus attendait 0,5%. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué en première partie, les opérateurs sont confiants sur le fait que cette hausse de l'inflation est passagère et les indices continuent de grimper. Cette semaine, pas de statistiques majeures. On aura la production industrielle et les ventes au détail mercredi matin en Chine. Et puis le grand rendez-vous cette semaine, c'est bien évidemment le FOMC qui se tiendra mardi et mercredi soir comme d'habitude. Donc à 20h le rapport du FOMC et à 20h30 le discours du président Jérôme Powell. On va passer au top flop, donc le top flop des graphiques pour mieux comprendre l'environnement dans lequel nous sommes actuellement. Ici à gauche, vous avez un graphique de la capitalisation boursière mondiale sur les 10 dernières années, donc on voit bien qu'on est dans un marché haussier de très long terme.
Simplement, ce qu'on peut voir avec le Covid, c'est qu'on a eu un gros trou d'air puis qu'on est reparti à pleine vitesse. L'explication de ce redémarrage à pleine vitesse, c'est que le bilan des trois plus grandes banques centrales de la planète est passé de 15 000 milliards de dollars à 24 000 milliards de dollars. Donc en gros, les banques centrales ont injecté 9 000 milliards de dollars en l'espace de quelques trimestres pour soutenir l'économie et les marchés. Ce qui a donné un coup de fouet au marché et qui les a fait repartir encore plus fort que de mesure. Donc ça, c'est la bourse à long terme. Que vous soyez investisseur en PEA, que vous fassiez du dollar cost average sur des ETF, la bourse à long terme est un véhicule d'investissement rentable. Après, bien évidemment, il y a des corrections, il y a des consolidations, il y a des trous d'air. Mais quand on fait du long terme, eh bien, les trous d'air, c'est des bonnes nouvelles puisque ça permet d'acheter des actions moins chères. Et nous approchons actuellement des 120 000 milliards de dollars, soit pratiquement 100% de hausse depuis le point bas de mars dernier pendant le Covid, mars 2020. Ça, c'est la bourse qu'on aime, des marchés haussiers globalement et de l'investissement long terme qui fait gagner. Ça, c'est la bourse qu'on déteste à droite. C'est le bulletin des annonces légales obligatoires de Cybergun, la pire action du marché français, qui est l'action d'une société qui ne va pas bien, qui est administrée par monsieur Hugo Bruguière, qui est sur pas mal de petites actions qui cotent quelques centimes. De mémoire d'analyste, ça fait 20 ans que je fais de la bourse, j'ai jamais vu une action qui cotait à la 4e décimale. Je n'en ai jamais vu. Cybergun est la seule. Et Cybergun, ça fait partie des actions sur lesquelles il y a des obligations convertibles, les fameuses OCA ou les OCAPSA. Vous pouvez retrouver ce phénomène sur Neovac, Spineway, Cybergun. Vous avez plein de petits dossiers comme ça qui cotent quelques centimes, qui sont ultra baissiers sur le long terme. Et malheureusement, il y a beaucoup de débutants, il y a beaucoup de gens qui se mettent à la bourse et qui se disent tiens, c'est une action pas chère, je vais pouvoir gagner rapidement. Tiens, c'est une action qui de temps en temps prend 30 ou 50%, je vais essayer d'anticiper une forte hausse. Sauf que oui, ce sont des actions, ces actions à OCA, qui une fois l'année vont prendre 30 ou 50%, même certaines vont prendre 300%. Mais malgré des hausses de 300%, elles restent quand même en baisse sur l'année car elles ne font que chuter. Donc s'il vous plaît, si vous ne le saviez pas, fuyez les actions qui cotent à 3 ou 4 chiffres après la virgule, fuyez les actions à OCA et faites de la bourse intelligente, faites de l'investissement programmé ou faites du PEA à long terme, suivez les portefeuilles de zone bourse ou faites du trend following, achetez des belles actions haussières, de belles sociétés. Mais fuyez ces actions qui plument les particuliers français et qui sont une honte pour Euronext. Et non, Euronext ne fait rien et l'AMF ne fait rien non plus parce que tout cela est légal. Je dirais même que le souci, en fait, ce sont les particuliers qui ne lisent pas ce qui se passe sur le dossier, qui ne lisent pas les annonces d'OCA, qui ne voient pas que la société a déjà regroupé ses actions un bon nombre de fois. Et donc malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est plus la responsabilité des particuliers qui achètent ces actions de société sans comprendre, sans savoir, sans étudier, qui fait que ça continue. Voilà, si vous arrêtiez d'acheter ces actions, si tout le monde les délaissait, si tout le monde disait sur les forums il faut arrêter ces actions de daube, ce serait une très bonne chose pour l'investissement boursier français. Ensuite, des scénarios haussiers pour les indices, voilà, au cas où on se dit est-ce que les indices peuvent encore monter? Eh bien, en tous les cas, l'analyse technique pour l'instant nous dit qu'on casse des plus hauts annuels et des plus hauts historiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors aux États-Unis, ce qui est assez rigolo, c'est que en fait, on répète exactement ce qui s'est passé entre janvier et avril. Donc on a eu une consolidation à plat avec des creux, des petites consolidations sous résistance, puis un passage en force. Là pareil, on a eu un creux, deux creux, petite consolidation sous résistance et on tente le passage en force. Donc voilà, si on est sur le même modèle, le mois de
Fin juin et juillet pourraient être positifs et on pourrait continuer de grimper sur le S&P en direction des 4400 points. C'est les objectifs de pas mal de sociétés de gestion pour l'année 2021. En Europe, quand on regarde le MSCI Europe, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien qu'on vient de passer une zone de résistance horizontale historique puisqu'elle correspond au plus haut de l'an 2000, au plus haut de l'an 2007, 2015 et 2020. Et donc pour la première fois, le MSCI Europe fait un nouveau record historique et casse une résistance de plus de 20 ans. En gros, tant qu'on est au-dessus des résistances, tant qu'on est au-dessus des plus hauts historiques sur le S&P 500, tant qu'on est au-dessus des plus hauts historiques sur le MSCI World, le momentum, donc c'est ce qu'on appelle la dynamique, la tendance est haussière, le marché est porteur et il y a des opportunités d'achat sur le marché action. Si et seulement si, pendant l'été, à tout moment pour quelque raison que ce soit, on devait, après avoir cassé ces résistances, les réintégrer violemment, repasser sous ces résistances devenues support, là on se poserait des questions. Et là on se dirait, ah, en fait, il y avait peut-être une pointe d'euphorie sur les indices US, peut-être une pointe d'euphorie sur les indices européens. On a un peu dépassé la résistance, mais on revient dessus, dessous. Voilà, à ce moment-là, il faudrait faire attention. Donc pour l'instant, c'est un long fleuve tranquille. Ce sont les marchés en roue libre, avec aucune mauvaise nouvelle, hein, des bons résultats d'entreprise, de la bonne macroéconomie, des banques centrales en soutien, des chiffres d'inflation qui sont là mais qui ne font pas peur aux opérateurs, donc c'est le doux rêve bleu. Mais bon, encore une fois, il faut savoir prudence garder. Gardez bien en tête que le trimestre dernier, ce trimestre, peut-être le suivant, on sera sur des chiffres absolument phénoménaux sur les résultats des entreprises et les chiffres macroéconomiques. Mais encore une fois, on aura une normalisation à la fin de l'année 2021, puis ensuite en 2022. Un peu d'humour avec Edgeye qui fait des publications sur les réseaux qui sont très amusantes. Ils ont un dessinateur qui est vraiment au top. Donc ici à gauche, un petit dessin avec un journaliste qui demande à Jérôme Powell, le président de la Fed, qu'est-ce qu'il pense de l'inflation. Parce qu'en fait, Jérôme Powell et la Fed disent depuis plusieurs mois que l'inflation est transitoire. Inflation is transitory, ça c'est ce mot-là, c'est le mot-clé, pour dire que oui, là à court terme on a une croissance forte, on a une inflation très forte, mais que ça va redescendre. Donc même dessin ici à droite, there is no inflation, il n'y a pas d'inflation. Alors il y a vraiment un débat qui se joue en ce moment parce que d'un côté on a ceux qui pensent comme moi, comme la Fed et comme d'autres analystes que on a beaucoup d'inflation et de croissance à court terme, mais il va y avoir une normalisation. Et on a certains qui pensent qu'on est dans un super cycle haussier sur les matières premières, que les tensions sur l'inflation vont continuer et que ça va mettre la Fed dans une situation complexe à la fin de l'année 2021. À titre personnel, je sais que je ne sais pas. Tout ce que je peux constater, c'est qu'on est vraiment en surchauffe extrêmement forte et que je vois mal comment on ne pourrait pas avoir un retour à la normale, une normalisation par la suite. Après, quid de l'inflation? Va-t-elle plutôt se stabiliser à 3,5% ou bien à 2%? Nous en saurons plus d'ici quelques mois. En tous les cas, pour l'instant, inflation is transitory. Vous voyez à gauche, donc ici, le graphique de la hausse de l'inflation sur un an. Donc par rapport à l'année dernière, c'est vrai que l'inflation est à plus 5% et c'est un chiffre absolument énorme. C'est la plus forte hausse de l'inflation depuis plusieurs années. Mais cette inflation, elle est due à la hausse de l'énergie et elle est due à la hausse de certains biens comme les voitures d'occasion aux États-Unis. Et comme l'a si bien expliqué Christophe Barrot, le meilleur économiste français, prévisionniste, qui a fait une belle vidéo sur Zone Bourse récemment, des hausses comme les voitures d'occasion, les hausses de prix sont des hausses de prix temporaires. Donc on va bel et bien avoir un effet hausse de l'inflation à court terme, puis ensuite une stabilisation. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du graphique que je vous avais montré, c'était UBS me semble-t-il, qui montrait qu'en fait l'inflation au mois d'avril, mai, voire juin de cette année, ce sera l'inflation maximum. Ensuite, elle ne va faire que se calmer.
Et d'ailleurs, quand on regarde ici à droite les anticipations d'inflation pour les mois à venir, eh bien ces anticipations se normalisent et rebaissent. Donc, le discours selon lequel nous venons peut-être d'atteindre un pic d'inflation et en tous les cas un pic d'anticipation d'inflation, eh bien, il fait sens. Ici à gauche, un graphique pour vous montrer le lent redémarrage de l'aérien en zone euro. Donc on est toujours très bas, hein, c'est ce qui explique que certaines valeurs comme Airbus et comme Safran ont peut-être encore un potentiel de rattrapage une fois que le trafic sera reparti de plus belle, en espérant que ce soit le cas. Ici à droite, c'est un graphique très intéressant parce que ce sont les anticipations des consommateurs pour l'avenir par rapport à la situation actuelle. Donc en gros, en avril dernier, vous demandez à un particulier américain confiné ou à un particulier français confiné, est-ce que vous pensez que l'avenir va être plus radieux que la situation actuelle? À ce moment-là, tout le monde va vous répondre, ah bah de toute façon ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, j'ai pas de boulot et je suis confiné chez moi. Donc à ce moment-là, les anticipations étaient très fortes sur l'avenir, un avenir très optimiste. Et ensuite, les Américains ont réouvert, puis les Européens ont réouvert, et au fur et à mesure, tout le monde s'est remis à consommer, à avoir le sourire, etc. Et à regarder pour des logements aux États-Unis, et on a l'immobilier qui a explosé, etc. Simplement, maintenant qu'on a réouvert, maintenant que tout le monde est en train de se faire vacciner, maintenant qu'il va falloir faire face aux faillites d'entreprises, notamment en Europe, une fois que les gouvernements auront arrêté d'aider. Et maintenant que tout va bien dans le meilleur des mondes, si je puis dire, puisque l'immobilier est au plus haut et les indices boursiers battent des records historiques, donc la richesse virtuelle des particuliers américains est au plus haut de toute l'histoire, maintenant forcément, si vous demandez à quelqu'un est-ce que ce sera mieux demain, cette personne vous répond non, là on est au top du top et demain, je crains que ce soit moins bien qu'aujourd'hui. Donc ça c'est très important parce que ça montre justement ce shift d'ambiance possible pour les mois à venir. Depuis 6 mois, on espérait une reprise économique, de l'inflation, sortir, voyager, reprendre la vie. Donc tout le monde était optimiste, super content et on a des chiffres qui montrent que tout va bien. Sauf que si vous demandez maintenant au mois de juin à des Américains qu'est-ce qu'ils pensent des 6-12 mois à venir, ils sont quand même un petit peu moins positifs. Donc ça montre bien qu'on peut avoir une sorte de retournement de la confiance des consommateurs, de la consommation, donc de la croissance et donc de l'inflation. D'ailleurs, autre chiffre très intéressant, les recherches Google. Aujourd'hui, on a des data scientists, c'est-à-dire des personnes qui vont étudier tout ce qui est data Internet, et notamment les recherches sur certaines thématiques. D'ailleurs, l'utilisation de la data est quelque chose qu'on adore faire chez Zone Bourse, puisque nos screeners screenent 87 000 actions à travers le monde. On screen l'ensemble des datas de chacune des sociétés pour pouvoir en faire des classements et pouvoir mettre des systèmes d'étoiles en trading et en investissement sur le site Zone Bourse. Donc on adore les analyses de data. Et d'ailleurs, je vous ai aussi fait une newsletter pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter sur nicolaschéron.fr, sur les datas qui avaient été écrits par Value, qui est un investisseur moyen terme fondamental que vous pouvez retrouver sur Twitter, qui est très qualitatif. Donc l'analyse de la data, ça va vraiment être quelque chose qui va être de plus en plus important dans le monde de demain. Et donc vous voyez que lorsqu'on étudie Google Search aux États-Unis, sur est-ce que les particuliers ont envie de dépenser, qu'est-ce qu'ils font comme recherche, est-ce qu'ils ont envie de faire des voyages, est-ce qu'ils ont envie de faire du jardinage, est-ce qu'ils ont envie de sortir, de dépenser, etc. Eh bien on peut voir qu'en début d'année, toutes ces recherches étaient en pleine explosion. Mais elles sont en train de retomber très fortement au mois de mai. De la même façon, les recherches internet au sujet de la construction de maisons.
Beaucoup de gens ont voulu construire, beaucoup de gens ont voulu se financer, beaucoup de gens ont voulu acheter, beaucoup de gens ont voulu vendre, beaucoup de gens ont étudié les prix du bois parce que le bois de construction avait explosé aux États-Unis. Du coup, en février, mars, avril, mai, c'est vrai que tout le monde était intéressé, tout le monde regardait pour euh, investir. Or, cette tendance est en train de se normaliser, de rebaisser. Donc vous voyez tout ce discours, et je sais que je suis un peu redondant et que je me suis répété sur les 15 minutes qui viennent de passer, mais c'est tout cette machine économique inflationniste et de consommation qui s'est enflammée en ce début d'année et qui est en train de se normaliser. Donc on peut attendre une normalisation de l'inflation, de la croissance et peut-être même à terme des indices boursiers dans les trimestres à venir. Et puis enfin, des petits graphiques sur le Bitcoin. Graphique ici à gauche pour montrer que le Bitcoin est un actif qui est extrêmement haussier sur les 7-8 dernières années. C'est un des actifs les plus haussiers de la planète. Et même s'il peut perdre 50% l'espace de quelques semaines, ça ne change rien. Donc il faut arrêter de dire ah le Bitcoin a perdu 30%, ça vaut zéro, nanana. Non, c'est faux. La capitalisation boursière des crypto-monnaies est pratiquement à 2000 milliards de dollars. C'est une nouvelle classe d'actifs et pour l'instant, les gouvernements n'y changent rien. Euh, donc voilà, ce graphique juste pour vous montrer que le Bitcoin a déjà fait des consolidations de 60, 70, 80% dans l'histoire, mais que ça change rien, il est haussier. D'ailleurs ici vous avez toutes les corrections majeures du Bitcoin depuis 2012, des baisses de 30, 40, 50, jusque 86,9% en 2016. Tout ça pour dire que même si le Bitcoin perdait 80% depuis ses plus hauts à 64 000 dollars, il n'en demeurerait pas moins toujours haussier à très long terme. Faut le savoir, et c'est pour ça que je préconise le DCA et l'investissement de long terme avec des dépôts et des investissements programmés plutôt que d'essayer d'anticiper les tendances et les signaux, puisque les signaux, c'est Elon Musk qui les donne et on ne peut pas savoir à l'avance s'il va se lever du pied gauche ou du pied droit. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission, 30 minutes, je me suis appliqué, j'ai été un petit peu plus long que l'émission dernière. En effet, l'émission dernière, j'avais fait une introduction en 15 minutes et vous m'aviez dit que c'était peut-être un peu rapide. Donc là, voilà, j'ai essayé de revenir sur pas mal de mécanismes et de vulgariser tout ça. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, soit sur Twitter, soit sur YouTube. Je les prends tous en considération. Et puis, à titre exceptionnel, je vais passer la parole à Mathias Bacchino, qui va vous parler de dollar cost average, donc c'est l'investissement programmé dont je parle beaucoup ces derniers temps, avec un partenaire de Zone Bourse qui est Trade Republic, un nouveau courtier allemand pour lequel Mathias Bacchino, ancien directeur de Bink, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant des années, et bien maintenant il est passé là-bas. Et donc Bonjour à Mathias va tous, nous donc parler ravi de pendant vous retrouver un aujourd'hui instant dans de cette ce nouveau émission courtier avec qui permet de faire de évidemment l'investissement un très passif. grand À toi la merci parole à Mathias. Nicolas de m'accueillir aujourd'hui. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicolas moi à l'époque où je travaillais chez Bing comme directeur général et où on avait ensemble lancé cette émission hebdomadaire. Donc aujourd'hui, j'ai rejoint Trade Republic. Trade Republic, c'est l'une des plus grosses fintech en Europe. C'est ce qu'on appelle en Allemagne une banque de courtage. En France, on appelle ça une entreprise d'investissement, donc réglementée par la Banque d'Allemagne et la BaFin, l'AMF allemande, qui travaille avec HSBC, avec la bourse de Hambourg, et qui propose un compte titre avec 7500 actions du monde entier, 1100 ETF, donc d'émetteurs comme Lyxor, BlackRock, Amundi et Xtrackers, un trading de 7h30 à 23h et la grande particularité de proposer un tarif fixe donc de 1 euro par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre, quelle que soit la place de cotation de l'action sous-jacente, tous les ordres étant exécutés par le biais du segment digital de la bourse de Hambourg. Et surtout avec Trade Republic, je sais que Nicolas a coutume de vous dire que trend is your friend et que le dollar cost averaging est une bonne idée. Avec Trade Republic, vous avez la possibilité, comme vous allez le voir à l'écran, de mettre en place ce que l'on appelle des plans d'investissement programmés, donc des versements réguliers, automatisés à partir de 10 euros par mois,
donc sur 2500 actions et 1100 ETF. Et quand vous mettez en place, comme moi je l'ai fait, des plans d'investissement programmés comme ça, eh bien, vous avez les ordres d'achat qui sont totalement offerts. C'est-à-dire que même le 1 euro par ordre n'est pas prélevé. Voilà, Trade Republic, c'est 1 million de clients en Allemagne et en Autriche. C'est 900 millions de dollars de levée de fonds auprès de grands investisseurs de la tech mondiale il y a 2 semaines. Et votre nouveau partenaire. Merci et à bientôt. Merci Mathias pour ce mot donc sur Trade Republic. Et si vous voulez aller plus loin, découvrir ce nouveau courtier, je vous mets le lien vers Trade Republic dans la description de la vidéo du jour. On va maintenant passer à la plateforme de ProRealTime. Comme d'habitude, on va commencer avec indice boursier, matières premières, Bitcoin, et puis ensuite on passera sur vos actions préférées. Comme d'habitude, au programme, donc des actions du CAC et du SRD, des actions françaises et européennes en trend following et GLB. GLB, le Green Line Breakout, quand on casse le plus haut historique doublé du cours d'introduction. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez les marchés en actions Green Line Breakout et vous trouverez une émission complète sur le sujet. Et puis quelques valeurs internationales, une bonne partie des valeurs de l'émission du jour ayant été proposées par des lecteurs, soit par email, soit par message privé sur Twitter, soit sur YouTube, et je vous en remercie. Donc, le CAC 40, c'est pas compliqué. Tendance haussière long terme haussière, tendance haussière moyen terme haussière, tendance haussière court terme. donc voilà. Hausse, 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 il n'y a que ça. Le mouvement est vraiment automatisé. Donc depuis janvier 2021, ici depuis la consolidation du mois de janvier, on est dans un doux rêve haussier. Les actions du CAC 40 se reprennent très nettement, les actions cycliques, les financières, le luxe qui tire énormément et qui permet donc au CAC de surperformer les autres indices boursiers. Vous voyez qu'on est dans un canal haussier dont on approche de la borne haute. Après, j'en ai tracé un autre à court terme pour montrer qu'on peut aussi s'échapper de la borne haute du canal moyen terme pour aller en direction des 6800 points. La zone de soutien désormais au-dessus des mêmes 20, c'est les 6500 points. Donc en gros, à chaque fois qu'on gagne 200 points de plus, on peut remonter les stops de 200 points de plus et on peut remonter les seuils d'alerte. Ces dernières semaines, il ne fallait pas casser les 6100. Ensuite, il ne fallait pas casser ici les 6400. Ensuite, on pourrait dire maintenant qu'il ne faut pas casser les 6500, la MM20 et le bas de canal haussier. Donc en gros, tant qu'on est au-dessus des 6450-6500 points, c'est un marché haussier, porteur, qui permet de profiter d'opportunités sur le marché action. Ensuite, quand on regarde le pétrole, le pétrole, c'est la même chose. Tendance haussière manifeste depuis l'énorme trou d'air post-Covid où le pétrole était passé sous zéro. Comme je vous le disais, donc le pétrole, depuis mai-juin dernier, a plus que doublé. Il est en tendance haussière, il a plus que doublé. Alors certes, il peut continuer à aller chercher les plus hauts de 2018 à 77 $. Maintenant, pour aller chercher les 100 $, ça fait quand même un sacré mouvement supplémentaire. Et c'est rigolo parce que quand on était à l'été 2018, c'était la même chose. Le pétrole venait de monter de 40 à 70 $ et on nous parlait de nouveau du pétrole à 100 $. Là, c'est la même chose. On était à 40, puis 50, puis 60, et ce n'est que maintenant qu'on est à 70 $ qu'on nous parle d'un pétrole à 100 $. Donc permettez-moi non pas de douter, mais d'être prudent quant à ces prévisions qui arrivent alors que les cours viennent de doubler en l'espace de 6 mois. Ensuite, l'or, le voici. Donc l'or, il s'était échappé d'un canal baissier de moyen terme, ce qui était plutôt positif. Il avait regagné MM200, positif aussi. Et il fait des replis sur cette moyenne mobile. Donc tant qu'on est au-dessus des 1840-1850 $, c'est une consolidation horizontale. Ça n'a rien de méchant. Par contre, si on passe sous les 1840 $, si le dollar américain se reprend très nettement, ça redeviendrait beaucoup plus neutre. Et dans ces cas-là, il y aurait des risques de revenir vers les 1770 $.
Donc moi, de toute façon, je ne fais pas particulièrement de trading sur l'or. Je fais du dollar cost average, comme je le conseille pour ceux qui veulent faire du passif sur les indices, comme je le conseille également sur les cryptos. Ça veut dire qu'on va acheter un peu d'or tous les trimestres, tout simplement parce que ce qui nous intéresse, c'est pas le court terme, c'est le long terme. Et le long terme sur l'or, il est haussier. Donc on va accumuler des positions sur l'or, l'argent ou les deux, en espérant qu'à terme, la hausse perdure en direction de nouveaux records historiques. L'argent, même chose, il est en pause, comme l'or. Si le dollar se reprend très nettement, on pourra avoir un trou d'air et revenir en direction des 26,50, voire des 26 dollars, au-dessus des mêmes 200. Pour moi, de toute façon, sur l'argent, tant qu'on reste au-dessus des mêmes 200, même si on se replie de 2-3%, ce sera une opportunité d'achat pour ceux qui veulent rentrer sur des points d'entrée intéressants. Sinon, la zone que vous voyez ici en orange, pour moi, c'est tout simplement une zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire une zone dans laquelle on peut acheter à moyen long terme en anticipant une sortie par le haut, une cassure à terme, soit dans un trimestre, soit dans 3 trimestres, je n'en sais rien, une cassure des 30 dollars qui pourrait avoir un effet bouchon de champagne et propulser les cours bien plus haut. Et puis pour finir, le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui reste foncièrement haussier à long terme, comme je le disais tout à l'heure. On a fait 1, 2, 3 tests des 30 000, 31 000 dollars. Le support a tenu, les acheteurs sont là. Elon Musk est en soutien. On est remonté à 40 000 dollars et là, la zone des 41, 43 000, c'est la grosse zone. Parce qu'on se retrouve sous une zone de résistance, donc correspondant à des plus hauts de janvier, à des plus bas de février, ainsi qu'à la moyenne mobile à 200 périodes. Moi, je n'en sais rien, mais par rapport à beaucoup de personnes qui ont l'habitude des cryptos, dont certains que je suis qui sont assez expérimentés, hormis une news particulière qui boosterait les cours au-dessus des 43 000 dollars, il y a peut-être une chance qu'en fait on fasse une latéralisation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Allez, on va maintenant passer au marché actions. On commence par les grosses valeurs, CAC et SRD, et on commence avec Bonduel. Il y a plusieurs actions que j'ai choisies dans cette émission qui sont sur ce modèle-là. C'est ce que j'appelais à l'époque la configuration du phénix. Il y a deux types de configuration de retournement long terme. Quand vous avez un marché qui est haussier comme l'était Bonduel ici en 2016, 2017 et jusque 2018, eh bien j'appelle ça une tendance haussière. Et quand on casse violemment une tendance haussière, qu'on casse la dynamique des prix et qu'on passe de haussier à baissier, eh bien j'appelle ça un jouet cassé. Et une fois que le jouet est cassé, généralement, ensuite, il y a une correction qui peut durer assez longtemps. Et vous voyez qu'ici, la correction a duré plus de 2 ans et a fait revenir les prix sous les niveaux de 2016. Donc on a vraiment tout retracé. L'inverse de la configuration du jouet cassé, c'est la configuration du phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et en fait, la plupart du temps, cela se fait en 3 temps. On a donc une dynamique baissière qui se fait avec généralement des cours qui sont sous MM200 ou qui échouent à dépasser MM200. Ensuite, on a un deuxième temps qui est le temps de la latéralisation, de la stabilisation, avec une moyenne mobile à 200 périodes qui s'aplatit et souvent des cours qui viennent à la dépasser. Et on a ensuite, en théorie, si tout se passe bien, si la stratégie de la société fonctionne, une troisième phase qui est justement le réveil du phénix, avec une MM200 qui passe de neutre à haussière, et des cours en crabe qui vont monter progressivement en restant au-dessus des MM200 et qui vont faire naître une dynamique haussière. Et ça va donc être à ce moment-là le début du trend following. Le trend following, ça veut dire suivi de tendance. On a une naissance de dynamique haussière, une MM200 qui devient haussière, et donc la naissance d'une dynamique haussière. C'est à ce moment-là qu'on peut faire du trend following, c'est-à-dire qu'on va commencer à accumuler des positions sur les supports le plus près de MM200 en espérant qu'ensuite les cours repartent à la hausse puis commencent à attaquer des résistances, les cassent et se retournent. Pourquoi est-ce que Bonduel pourrait se retourner ? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de Zone Bourse et vous regardez notamment l'interview de Grégory Sanson. Alors là, elle est en espagnol parce qu'elle a été traduite.
Où est-ce que je vais la retrouver? Tic, 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 tic. Il y a une interview de Raphaël Giraud qui a été faite, elle est là, le 10 mai dernier. Et donc voilà, cette interview est très intéressante, ça montre le positionnement du groupe, ça montre à quel point ils veulent revenir en force, je crois, aux États-Unis de mémoire. Et donc voilà, c'est un dossier qui est intéressant fondamentalement et techniquement. En tous les cas, voilà, techniquement, on commence à avoir un retournement. Et donc c'est sur ce genre de dossier. À quel autre dossier ça me fait penser? Ça me fait penser à Boiron aussi. Voilà. Boiron qui est un peu pareil, vous voyez. Tendance baissière, puis on s'aplatit, la MM200, on la casse et on vient prendre appui dessus, on la travaille. Et à un moment donné, si tout se passe bien, on arrive à sortir par le haut de la congestion horizontale, la MM200 devient haussière et les cours deviennent haussiers. Eh bien, Boiron, bon duel, même combat, des sociétés dont les actions ont bien dérouillé ces derniers temps et qui pourraient se retourner, en tous les cas, qui sont, pour ceux qui font des fondamentaux, qui sont pas chers du tout. Et donc, un titre comme Bon Duel, vous voyez, c'est si on revient à proximité du support à 21 € qu'on pourrait s'intéresser à ce dossier et peut-être en prendre une petite ligne dans le fond du portefeuille. Ensuite, Bureau Veritas. Là, il faut se mettre en données mensuelles pour apprécier ce qui se passe sur ce dossier. Donc, Bureau Veritas, on est dans une latéralisation qui dure depuis 2013. Donc, ça veut dire qu'après un très beau parcours entre 2008 et 2013, pendant à peu près 7 ans, eh bien, les cours ont latéralisé. On était sur des nouveaux records historiques, en fait, juste avant le Covid. L'effet Covid baissier, puis la reprise. Et là, de nouveau, on se retrouve sur des nouveaux records historiques, comme si le Covid donc, était totalement effacé et potentiellement, et pour de nombreuses sociétés, le Covid est effacé et les chiffres publiés seront des chiffres qui seront parfois supérieurs à ceux d'avant Covid, à ceux de 2019 et début 2020. Donc c'est un beau dossier haussier à long terme, à moyen terme et à court terme. Il n'y a pas forcément de bémol, on est en train d'inscrire des plus hauts historiques, simplement il faut les tenir. Parce que vous voyez, ici on avait fait un plus haut historique en décembre 2017, on l'a dépassé un petit peu en 2020, puis il y a eu le Covid. Il faudrait ici pas faire juste un faux dépassement pour mieux rechuter. Vous voyez, certains traceraient même une oblique ici en disant attention, on a une oblique passant par les sommets, il ne faut pas la négliger. C'est mon cas. Vous pouvez néanmoins tracer un canal haussier qui vous permet de cadrer la valeur. Et tant qu'on est au-dessus des 25 €, tant qu'on est au-dessus de la borne basse de ce canal, vous pouvez tracer une oblique ici qui passe par les plus bas. Tant qu'on est au-dessus des 25 €, on est dans une tendance haussière de moyen terme et de long terme et on peut donc potentiellement se laisser porter. Bravo en tous les cas à la personne qui en a un portefeuille et qui me demandait, voilà, est-ce que l'action peut aller plus haut? Oui, une action, en fait, vous avez une probabilité de gain supérieure sur une action qui casse ses plus hauts historiques que sur une action qui casse un plus haut de 3 mois ou un plus haut annuel. Parce qu'en fait, quand une action casse son plus haut historique, ça veut dire que pour la première fois depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, dans le cas présent, pour la première fois depuis plusieurs années, les opérateurs sont prêts à payer plus cher pour la même chose, pour une action de la société Bureau Veritas. Ça montre un changement de psychologie et ça montre donc un environnement positif et porteur pour ce dossier. Derichebourg, magnifique, en trend following. Donc vous voyez ici la configuration du Phoenix, elle s'est faite il y a un petit bout de temps. La valeur était baissière jusqu'au Covid, stabilisation à plat et dès la fin de l'année 2020, on est parti à pleine balle. Rupture de MM200 comme on aime. Début de dynamique haussière très puissante avec gap haussier, ce qu'on appelle un runaway gap, c'est-à-dire un gap puissant avec un open, une ouverture égale plus bas avec un chandelier énorme et un volume historique. Et généralement, les gaps comme ça, on les comble pas. Ce qu'il y a, c'est que les runaway gaps, on en voit beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. C'est pour ça qu'en Europe, souvent, on doute est-ce qu'on va combler, pas combler, etc. Mais quand on a vraiment un gap avec une ouverture égale plus bas, avec une clôture bien plus haute que l'ouverture, avec un volume historique, généralement, si on est acheteur, on peut remonter son stop dessous. En théorie, on n'est pas censé le combler.
Et donc voilà, des Richebourg profite de très bons chiffres d'acquisition et de relèvement de recommandations. La société a revu les bénéfices par action sont attendus en forte hausse pour 2021 et 2022 et sont revus par les analystes pratiquement tous les mois en ce moment. Donc voilà, dynamique haussière forte, on est au-dessus des mêmes 20 jours. Pour l'instant, on se laisse porter. Zone Bourse est rentrée dessus, je ne sais plus si c'était au mois de mars ou au mois d'avril. Nous, on est acheteurs dessus, on gagne 25% sur des Richebourg, la valeur monte, on est en train d'attaquer les plus hauts annuels. Donc pour le moment, et jusqu'à changement de température des marchés ou bien des fondamentaux, nous restons à l'achat sur ce dossier et on se laisse porter. Et on peut regarder en données mensuelles ce que cela donne. Et en données mensuelles, vous voyez qu'il y a un plus haut en clôture de 2017 à 9,20 et un plus haut à 9,80. Donc ce sont les objectifs haussiers théoriques. On approche de cette zone-là et en extrême, on a un plus haut ici à 9,80 qui laisse encore 10% de potentiel si on venait à chercher les niveaux de 2017. Ensuite, idée logistique. Alors c'est pas très liquide, mais c'est le genre de valeur dont personne ne parle, mais dont j'adore la configuration. Donc je me suis permis de l'ajouter à l'émission du jour. Donc voici le graphique sur les 5 dernières années, une superbe dynamique haussière. Vous voyez que le Covid ici a été vite oublié. C'est une valeur qui cassait ses plus hauts annuels et historiques dès la fin de l'année 2020, donc le Covid a été vite oublié. Et puis vous voyez ici qu'on est dans une latéralisation, le temps que MM200 arrive en soutien des prix. Parfois il faut laisser du temps au temps, vous savez j'utilise souvent cette expression, il faut laisser du temps au temps. Après une forte hausse, il faut laisser le temps aux indicateurs de redescendre, il faut laisser autant aux moyennes mobiles d'arriver en soutien. Ce que j'aime beaucoup, donc, c'est qu'on avait une résistance ici à 210, on est venu faire un pullback sur la résistance devenue support, on est venu faire un deuxième pullback avec une belle mèche basse qui montre que très vite les acheteurs ont profité de ce repli. Donc on a une dynamique haussière, on a des prix qui sont au-dessus d'un support qui a été testé favorablement, une MM200 qui est en soutien. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une stratégie dessus il y a 1 ou 2 jours. C'était fin de semaine dernière, ça devait être jeudi. Et en fait, j'ai fait une stratégie d'achat sur ce dossier au prix actuel avec un stop sous la mèche et avec un objectif bien au-dessus des cours. En effet, nous sommes dans un range, donc je prends la hauteur du range que je reporte à son éventuelle cassure. Donc si j'achète ici à 230, j'ai un stop sous le support à 210 et j'ai un objectif à 280, en gros. Donc grosso modo, un stop de 20 pour un objectif de 50-60 euros. Donc un ratio risque-gain de 1 pour 3. Ensuite, Neoen. Neoen, je me suis planté tout simplement. J'ai fait, je pense, un très bon suivi en 2020. On a parlé de l'action quand elle était sur MM200, on a parlé de l'action à 30 euros quand elle cassait, on avait parlé ensuite de la rupture ici des plus hauts annuels à 46-47, on avait suivi la hausse et on avait été haussier le plus longtemps possible. Et j'étais passé baissier autour des 60 euros sur Neoen. Et j'avais pensé à tort qu'un simple retour sur la moyenne mobile à 200 périodes lui permettrait de corriger puis de repartir par la suite. J'avais sous-estimé qu'il fallait quand même que les actions des sociétés d'énergie renouvelable se calment un petit peu. Il fallait que cette sorte de bulle sur les énergies vertes se dégonfle en quelque sorte. Donc voilà, on dit souvent qu'en bourse les excès sont corrigés par des excès. On a été beaucoup trop haut, du coup on est revenu beaucoup plus bas. Mais je pense que voilà, l'action a bien souffert. Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, aux théories de jouet cassé et de Phoenix, vous voyez, on a eu là la tendance haussière très forte avec le jouet cassé là-haut. Et puis là, on a eu la dynamique baissière et peut-être que nous sommes en train de faire la zone de fluctuation horizontale. On est revenu sur une grosse zone de prix 31-33, non loin du prix de l'augmentation de capital, qui correspond à des niveaux travaillés
juste avant et juste après le Covid. Et voilà, peut-être qu'on est enfin dans une stabilisation sur ce dossier et sur les autres. On peut donc tracer une sorte de petit range ici. Et il va falloir, à un moment donné, réussir à sortir par le haut de ce range pour passer de neutre à haussier et pour redémarrer du trend following. Donc voilà, c'est moins pire que ces dernières semaines. On sent bien que les cours sont en train de mettre le pied sur le frein. On est en train d'essayer de former des creux. Les acheteurs sont là, les volumes ont un peu réaugmenté, mais pas non plus très significativement. Il faut savoir que les sociétés dans les énergies renouvelables ont des dettes absolument énormes puisqu'elles font des investissements faramineux pour les 10-15 années à venir. Du coup, récemment, la discussion des banques centrales, c'était de dire il y a une forte croissance, il y a de l'inflation, peut-être qu'on va avoir des hausses de taux. Or, si les taux montent, les sociétés qui sont extrêmement endettées pourraient en pâtir. C'est la raison pour laquelle je pense que les actions des sociétés d'énergie renouvelable ont autant baissé ces 2 derniers mois. Mais maintenant qu'on est en train de comprendre que l'inflation est temporaire, que les taux vont pas monter avant 2023 et que le tapering se fera graduellement, eh bien peut-être qu'on a touché le fond. Voilà. Et peut-être que les opérateurs n'anticipent plus de fortes hausses de taux, de forte inflation. Peut-être que c'est ça qui permet une sorte de détente et de stabilisation de ces sociétés, de ces actions de sociétés d'énergie renouvelable. Donc voilà, peut-être enfin le bout du tunnel pour Neoen qui se stabilise dans un range dont on suivra la sortie. Ensuite, Rexel, bon bah là c'est pas compliqué, c'était une stratégie de range. Hier on était lundi, j'ai préparé cette émission hier, j'avais préparé ma liste, je voulais vous sortir une action dont on attendait un breakout pour vous permettre de la prendre. Donc ici il fallait surveiller une cassure des 17,70, on l'a fait hier, ce qui permettait de prendre 5% ce matin. Voilà, il y a ceux qui achètent les breakouts et il y a ceux qui achètent les pullbacks. Qu'est-ce qu'un pullback? C'est un retour sur le niveau cassé. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous attendez un éventuel repli vers les 17,70, ancienne résistance devenue support théorique. Et c'est à ce moment-là qu'on peut acheter sur repli pour jouer la dynamique de fond qui est haussière. Rexel qui a cassé ses plus hauts de 2017, qui attaque ses plus hauts de 2015 et qui n'est plus qu'à une encablure de ses plus hauts historiques. C'est plus haut de 2014 qui était autour des 20 euros, soit à peu près à 10% des cours actuels. Et puis pour finir avec les actions CAC et SRD, les grosses, voici Worldline. Donc Worldline, superbe dossier, que ce soit fondamentalement ou techniquement. Ici vous avez un graphique sur les 5 années passées. Donc ici encore l'expression il faut laisser du temps au temps. Parfois vous avez des appréciations de cours qui sont suivies de latéralisation, appréciation de cours, latéralisation, appréciation de cours, latéralisation. Je vous avais déjà expliqué sur Worldline ma vision des choses quand on était début d'année sur les 70 euros. Je vous disais voilà, on a une zone horizontale de support, on a un bas de canal en support, mais pour le moment il faut laisser du temps au temps. Vous voyez que en latéralisant en fait pendant pratiquement un an, les cours sont passés gentiment du haut de canal qui bloquait les prix et qui avait bloqué les prix d'ailleurs à maintes reprises ces 3-4 dernières années. On est passé donc de prix qui butaient sur le haut de canal à des prix qui prennent appui sur le bas de canal. Et donc plus on avance dans le temps, plus le canal monte, plus les prix, s'ils doivent y rester, devraient monter graduellement. Alors ça peut encore prendre un mois comme ça peut encore prendre 3 mois, mais tant que ce titre reste dans son canal haussier au-dessus des 73-74 euros, la probabilité d'une continuation de la hausse dans la tendance de fond reste la plus importante, avec à la clé peut-être un jour les 90, 95 ou 100 euros, si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, pour Worldline. Donc belle action à détenir en portefeuille, mais sur laquelle il ne faut pas être pressé, parce qu'à chaque fois qu'elle a tapé le haut de son range, elle est retombée. Donc il ne faut pas perdre patience, il faut tout simplement laisser du temps au temps. D'ailleurs, tant que nous sommes sur cette partie 440 et SRD, j'avais noté qu'il fallait que je vous explique un petit peu le concept de la vente à découvert, parce que certains me disent, voilà, j'aimerais faire de la vente à découvert. Alors il faut savoir que la vente à découvert, c'est quand même
comment dire, mentalement, c'est pas forcément évident. Quand vous achetez une action, vous croyez en la société, vous croyez en l'action, vous l'achetez pour des raisons techniques ou fondamentales, vous l'achetez et vous visez de la hausse. Donc vous achetez une action à 80 pour viser les 90. Vous allez acheter à 80, vendre à 90 et vous allez encaisser la différence. La vente à découvert, c'est un moyen de gagner de l'argent quand les prix baissent. Et il va falloir passer par un système qu'on appelle le service de règlement différé, qui est une sorte de service de prêt. Vous savez, sur votre plateforme, vous pouvez utiliser le SRD pour acheter en effet de levier. L'effet de levier va de 1 à 5. Ça veut dire que si vous avez 10 000 euros, sur Worldline, plutôt que d'acheter 10 000 euros au comptant, si vous pensez qu'elle va monter vite et fort, vous pouvez utiliser de l'effet de levier, passer par le SRD, en acheter pour 15 000, 20 000 ou 30 000 euros et donc avoir un effet de levier de 2 ou de 3 et l'effet de levier va jusque 5. Et vous pouvez donc accélérer vos gains, mais attention, vous pouvez aussi accélérer vos pertes. Ce système de prêt et d'effet de levier fonctionne dans les deux sens, à l'achat comme à la vente. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, à un moment donné, alors prenons l'exemple du Covid, vous voyez le Worldline qui est en train de se casser la figure. À ce moment-là, vous allez faire l'inverse. Plutôt que d'acheter une action à un instant T et de la revendre à l'instant T1, vous allez emprunter des actions et vous allez les vendre. Donc la banque va vous prêter des actions et vous allez les vendre à 70 euros. Vous allez, imaginons, vendre 10 actions à 70 euros et vous allez encaisser 700 euros. Et cet argent, ces actions, il va falloir les rendre plus tard. Donc imaginons que vous vendiez 10 actions à 70 euros, vous encaissez les 700 euros. 2 semaines plus tard, les cours ont baissé et l'action arrive à 50 euros. Et bien à ce moment-là, vous allez utiliser le cash que vous avez récupéré de la vente, les fameux 700 euros, donc 10 actions à 70 euros, et vous allez, avec cet argent, acheter de nouveau 10 actions à 50 euros. Sauf que 10 actions à 50 euros, ça fait 500 euros. Et vous, quand on vous a prêté les titres et que vous les avez vendus, vous avez encaissé 700 euros. Donc vous avez encaissé 700 euros au début, desquels vous allez devoir soustraire les 500 euros que vous avez dépensés pour acheter les 10 actions et les rendre à la banque. Et la différence entre les 700 et les 500, donc les 200 euros, c'est votre gain. Donc au lieu d'acheter une action à 50 euros pour la vendre à 70 et d'encaisser la différence, vous faites l'inverse, vous vendez l'action à 70, vous encaissez l'argent et vous avez ensuite, vous devez rapidement, généralement le SRD, vous devez rouler votre position tous les mois. Donc quand on fait de la vente au SRD, c'est plutôt qu'on voit que le CAC est en train de se casser la figure et qu'on se dit je vais vendre 2-3 actions à découvert pour les jours ou semaines à venir. Voilà. Et vous faites ça sur quelques jours, quelques semaines, ça vous permet de jouer une correction, ça vous permet de gagner de l'argent pendant la baisse et ensuite vous repassez dans l'autre sens à l'achat. Ensuite, Better Bet. Donc là, on passe à la deuxième catégorie d'actions, Trend Following et GLB. Better Bet, action hollandaise, qui récemment avait publié de super chiffres. Donc Better Bet, juste pour vous montrer, donc c'est une action Trend Following avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc typiquement le genre d'action qui m'intéresse. Elle était dans une consolidation horizontale pendant plusieurs semaines. Et donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une stratégie d'achat sur le support en anticipation d'un redémarrage de la dynamique haussière. En achetant le support avec un stop serré dessous, j'avais un risque de 5 ou 7% avec un gain potentiel, donc le ralliement de la résistance, de 20%. Donc, je mise 5%, je vise 20%, c'est un ratio risque-gain de 1 pour 4. Ça veut dire que si je fais 4 trades et que j'en réussis un seul, eh bien mon compte est à l'équilibre. Et si je réussis 2 trades sur 4, à ce moment-là, je fais beaucoup de gains. Et 3 trades sur 4, je me gave. Mais rares sont les gens qui ont des taux de réussite au-dessus de 70%. Me concernant, je suis plutôt à 45%. Mais mon but, c'est pas de gagner à chaque fois. Mon but, c'est de gagner 3 à 4 fois plus quand je gagne que quand je perds. Et donc, Better Bet, j'avais fait une première analyse ici avec un objectif sous la résistance.
Et voyant que la valeur redémarrait, bah, je vous ai refait une analyse, ici, dans la réaccélération, avec un objectif au-dessus à 7 euros. Alors c'est pour vous montrer à quel point j'ai eu un objectif petit joueur, parce que bah, tout simplement on était dans un range, on l'a cassé par le haut, donc on pouvait prendre la hauteur du range et avoir un objectif beaucoup plus haut, à 8 euros. Je sais pas ce que j'ai foutu à mettre un objectif à 7 euros, mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez que parfois bah, la sortie est tellement violente, tellement belle, et puis ici soutenue par des volumes, que c'est pas 10%, mais 20, mais 30% qu'on a pris à la suite de cette sortie de range. Et on a atteint un objectif majeur à 9 euros, une zone de gap datant de 2018. Donc on a atteint un bel objectif. Et quand on atteint un bel objectif et qu'on était en trading ou en investissement de court terme et qu'on a gagné 80% sur une valeur en l'espace de 2 mois, on n'oublie pas, numéro 1, de sourire, numéro 2, de remonter ses stops de protection et ou numéro 3 d'encaisser tout ou partie de la position. Et puis ensuite on en cherche d'autres comme Econocom à Bruxelles. En ce moment je trouve que les valeurs bruxelloises et les valeurs à la bourse de Amsterdam sont vraiment pas mal. Donc ici toujours la théorie du phénix, dynamique baissière, latéralisation, on reprend MM200 qui se retourne et on a la naissance d'une dynamique haussière sur les derniers mois. Voilà. Donc c'est une dynamique petit à petit qui se fait avec des latéralisations, des cassures, latéralisation, cassure. Et donc voilà, Econocom, tant qu'on est au-dessus du plus bas marqué récemment, les 3,0507, on est en dynamique haussière. Et si on arrive à s'affranchir des 3,50, 3,60, le prochain objectif c'est la zone des 4 euros, 4,05 € qui correspond au plus haut de avril 2019. Donc dynamique haussière. Après, pour ceux qui ne sont... Là, je réponds à la question de quelqu'un qui en a déjà et qui me demande quel est le prochain objectif si on arrive à s'affranchir de la zone de résistance actuelle. Après, pour ceux qui n'en ont pas et qui voudraient en acheter, bah, faut escompter, espérer des replis. Un trou d'air sur les 3,40 et la moyenne mobile à 20 séances par exemple. Ou bien si carrément il y avait double échec à passer les 3,60, bah attendre de nouveau un retour vers la zone basse du range, donc la zone des 3,05, 3,25 en gros, en partant du principe que peut-être qu'après une, deux, bah, il y aura peut-être une troisième tentative et que la troisième sera la bonne. Donc voilà, dossier en retournement de moyen terme et haussier tant qu'on est au-dessus du creux précédent, puisque selon la théorie de dos, tant que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts, les acheteurs ont la main. Euromedis, Euromedis, je vous en ai déjà parlé dans pas mal d'émissions. Vous avez l'analyse sur le site Zone Bourse, la stratégie avec les ordres d'achat, les stops, les objectifs. Donc ici on a une dynamique haussière, une tendance en crabe, des cours qui sont au-dessus des mêmes 200. Ce qui compte pour moi c'est ce large canal haussier de moyen long terme. Plus on est à proximité du bas de canal, moins on est cher, plus on est à la proximité du haut de canal, moins c'est attractif et plus les prix sont susceptibles de se replier. Je vous ai déjà parlé de ce dossier à de nombreuses reprises. Quand la société a publié des chiffres, et même s'ils étaient bons, ils étaient inférieurs à des attentes qui étaient extrêmement élevées. Donc je vous ai dit attention, on peut tout retracer. Et à ce moment-là, vu que je voyais tout le monde s'exciter à l'acheter à chaque euro de baisse, je vous ai fait cette stratégie où j'attendais patiemment un retour à 15,80 puisque j'avais calculé que la moyenne mobile à 200 périodes en montant progressivement arriverait plus ou moins à ce prix-là. Et voilà, on est revenu sur un nœud de prix qui correspondait au dernier départ haussier. Et puis là, franchement, il faut apprécier le test parfait de la moyenne mobile à 200 périodes. On avait fait ça ici, regardez, le 9 novembre 2020. Les cours avaient chuté de 20%, avaient touché la moyenne mobile et puis étaient repartis. Et là, cette touchette qu'on a fait pile poil sur la même 200 est de toute beauté. Alors après, ça peut ne pas fonctionner, hein. Si ça se trouve, la valeur va latéraliser et casser. Ce qui compte pour moi, c'est tout simplement de réussir à définir une entrée presque parfaite. Si vous achetez à 15,8, que la moyenne mobile est à 15,50, ça veut dire qu'avec un stop à 15,30, vous êtes bien, ou même 15,20.
Si vous achetez 15,80 et que vous avez un stop à 15,20, vous avez un stop de 60 centimes, ça fait 4%, c'est ridicule. Imaginez simplement que la valeur latéralise, puis que dans 6 mois, 8 mois, elle revienne sur les, allez, on va dire 22 euros pour être gentil. Ça vous fait un gain potentiel de 37% pour un stop de 4%. Donc vous avez un ratio risque-gain de 1 pour 9. Vous risquez 60 centimes pour gagner plus de 5 euros. C'est ce genre de d'entrée timée presque parfaite que l'analyse technique permet de définir. L'analyse fondamentale vous dira quoi acheter, l'analyse technique vous dira quand acheter. Voilà. Et vous voyez bien qu'en ne prenant que des dossiers haussiers au-dessus des mêmes 200 en analyse technique, ça vous fait un pré-screen qui vous permet ensuite de creuser et de voir quels sont les dossiers les plus qualitatifs fondamentalement parlant. Ensuite, Gensight. Alors ici, c'est plutôt de l'analyse technique pure. On avait des vagues d'impulsion qui étaient assez rapides, assez fortes, et j'avais tracé un canal ici haussier en escomptant une tenue de ce canal-là, mais vous voyez qu'on a fait un trou d'air dessous avant de repartir. Du coup, mon canal haussier à forte pente ne me semble pas assez pertinent. Et en plus de ça, en prenant les différents points bas ici sur Gensight ces dernières semaines, m'est venue l'idée de tracer un canal haussier avec une pente un peu plus faible que vous avez sous vos yeux. Parce que justement, quand j'ai tracé les points bas, eh bien, j'ai remarqué que ça correspondait quand même vachement bien aussi au point haut. Donc quand on a autant de points bas et de points hauts qui sont propres dans un canal haussier, ça augmente sa pertinence. Donc j'ai préféré passer sur ce switch. Qu'est-ce que fait Gensight Biologique? Elle est haussière dans un canal haussier. Tant qu'elle est au-dessus des 7,50, elle est haussière et tout va bien. En plus, elle a sa moyenne mobile à 200 périodes qui est en train de grimper en soutien. Donc ici, la zone n'a pas cassé les 7,50. Et quel est le dessin long terme si tout se passe bien sur Gensight? Eh bien, c'est tout simplement d'aller chercher les 10,80 € qui sont ses plus hauts de 2016. Ce qui correspondrait donc à une GLB, un Green Line Breakout, puisqu'on aurait cassure du plus haut historique qui date de la zone d'introduction. Donc, si tout devait bien se passer dans le meilleur des mondes, vu que vous êtes investisseur sur ce type de dossier, alors si vous faites du trading, vous pouvez jouer les bornes. Voilà, on achète en bas, on vend en haut. Si vous êtes investisseur, tant qu'on est au-dessus des 7,50, vous la gardez en espérant qu'un jour, une news permettent d'aller chercher le haut de canal et les 10,80, voire même de les casser violemment, de sortir par le haut et de s'envoler. Et ça, c'est si tout se passe bien dans le meilleur des mondes et si tous les programmes de Gensight vont jusqu'à validation des autorités et mise sur le marché de leur recherche, de leur trouvaille dans tout ce qui est vision. Donc voilà. Haussier moyen terme au-dessus de 7,50 et sinon un canal appréciable pour ceux qui font du trading. Ensuite, on va en Italie et je remercie le lecteur qui m'a envoyé cette valeur. Alors, il se reconnaîtra parce que vous n'êtes pas 50 à me proposer des valeurs italiennes, mais j'ai des clients, j'ai des lecteurs qui ne m'envoient que des GLB. Et qui souvent d'ailleurs ont anticipé ces GLB en me disant j'ai fait le tour des valeurs en Espagne, au Portugal et en Italie, etc. J'ai essayé de trouver des valeurs qui étaient en trend following. Donc les points 1, 2 et 3, c'est quoi? Le point 1, c'est la rupture de la dynamique baissière. C'est un peu la théorie du phénix toujours. On a une dynamique baissière, on a une latéralisation sur quelques semaines et on a une rupture des MM200. La rupture de la MM200, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Ensuite, on a des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, en point 2, on peut dire qu'on a la naissance d'un trend following. Puisqu'en plus, ici, on a une zone de résistance horizontale qu'on a cassée. Donc, le point numéro 1, c'est un retournement de tendance avec cassure de MM200. Le point numéro 2, pour valider la théorie, la stratégie du phénix, c'est la cassure d'une zone de résistance horizontale de moyen terme. Et à ce moment-là, on peut vraiment dire qu'on a la rupture haussière, le début d'un trend following qui ensuite s'accélère et est allé dans le cas présent jusqu'à des plus hauts historiques et jusqu'à valider une Green Line Breakout.
Donc vous avez un point 1 d'achat, mais si vous ne l'avez pas, vous avez le point 2 ici, la cassure. Mais ensuite, si vous ne l'avez pas, vous avez aussi, à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, des possibilités de rentrer. Et enfin, vous avez la Green Line Breakout sur la cassure de plus haut historique. Donc tous ces points sont des points d'entrée au fur et à mesure du développement du mouvement, dans le but d'aller chercher la GLB. Et généralement, quand il y a GLB, il y a accélération derrière. Autre valeur superbe en trend following, Greenyard. Donc là, on est en Belgique. On a eu un peu aussi ici la théorie du phénix, hein, tendance baissière de long terme, puis ensuite latéralisation qui dure quand même pendant 2 ans. Après, plus c'est long, plus c'est puissant quand ça sort. Vous avez ici la rupture au-dessus des MM200, le pullback sur MM200, le travail des MM200. Ici, on a été en dessous avant de repasser au-dessus. C'est pas forcément simple, mais une fois que la valeur démarre, on le voit bien. Vous avez une cassure de zone horizontale qui est extrêmement bien marquée ici, avec des tests à plusieurs reprises. Donc, en décembre, janvier 2020, quand Greenyard a pour la première fois réussi à casser la zone des 6,20 et à s'installer au-dessus, il y avait vraiment un changement d'état d'esprit. C'est là qu'on a la naissance du trend following, de la MM200 qui devient haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Et c'est là qu'il est intéressant d'acheter les cassures de résistance ou d'acheter les latéralisations horizontales. Et sur Greenyard, je vous ai fait une stratégie sur zone bourse à 9 euros. Voilà, on avait une résistance horizontale, ça a attaqué, donc j'ai fait une stratégie d'achat que vous pourrez retrouver. Alors je vous le montre quand même, hop, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore où ça se trouve. Quand vous allez sur le site Zone Bourse, vous allez sur une page fiche valeur, donc vous tapez en haut Green Yard, hop, vous trouvez Greenyard, vous tombez sur la fiche synthèse. Alors là, vous pouvez aller voir tout, les cotations, les graphiques, la société, ses finances, etc. Mais vous pouvez, parce que souvent, quand on a les notations sur une valeur, eh bien, on a des stratégies de trading sur Zone Bourse. Et donc, vous voyez ici en bas de la page, Trading Action, les acheteurs reviennent. Et donc, j'ai fait une stratégie sur Greenyard. Vous avez le cours d'entrée 9,25, l'objectif 10,65, le stop 8,75, le potentiel 15%. Et donc, voilà, j'avais vu à 9,25, donc c'était ici. Le 8 juin dernier, on a un breakout de plus haut annuel. Dans le trend following, un breakout de plus haut annuel, c'est un signal haussier, c'est une rupture de zone, donc on achète. Derrière, ça prend 10%. On met le stop à son point d'entrée, comme ça si les cours rechutent, on ne perd pas et on ne gagne pas. On dérisque le portefeuille, on annihile le risque sur la position et ensuite on laisse courir. Et donc là, on n'est plus très loin de l'objectif. Sachant qu'à 10,90, il y a une zone de gap qui date de 2018 et qui m'a servi de référence. C'est un peu la même chose que sur BetterBet d'ailleurs, et c'est assez rigolo. BetterBet qui a un gap ici qui date de 2018 et qui est venu le chercher. Et Greenyard, même chose, qui en 2018 a bien pâti et qui là, avec sa hausse, revient chercher une zone de gap historique. Donc c'est intéressant ces valeurs, voilà, qui ont chuté pendant 2 ans, fait 1 an ou 2 ans de latéralisation, puis qui ensuite revivent, repartent en trend following, et c'est typiquement ce qu'on doit rechercher en bourse et non pas du Cybergun ou autre cyberdaube. Et puis pour finir avec les valeurs trend following françaises, The Blockchain Group, qui est de nouveau sur une zone horizontale majeure, alors que le Bitcoin a testé une zone de soutien majeure. Et vous voyez ici toute la notion de il faut laisser du temps au temps. En juillet 2020, The Blockchain a explosé. Ensuite, elle a mis 5 mois de latéralisation avant de repartir. Et bien, vous voyez qu'ensuite, en novembre 2020, elle a doublement explosé. C'est comme si elle avait fait 2 explosions comme celle-ci. L'une après l'autre. 1 et 2. Et bien, c'est rigolo parce qu'en fait, le temps de latéralisation dans lequel elle est plus ou moins proportionnel à la puissance de la hausse. Ici, on fait une hausse de niveau 1, on fait 3-4 mois de latéralisation. Ici, on fait une hausse de niveau 2, on peut avoir 6-8 mois de latéralisation. Il faut laisser du temps au temps, notamment que des moyennes mobiles comme la moyenne mobile à 200 périodes, qui est très importante, arrivent en soutien. Et vous voyez qu'on a fait une touchette il y a 1 mois dessus pile poil, et que là, elle arrive en soutien des prix.
Donc en théorie, on est ici sur une énorme zone de soutien, sur un niveau horizontal doublé de MM200, sur un bas de range, et c'est normalement là que les acheteurs se présentent pour viser le haut de range. Si vous achetez maintenant à 1,72 avec un stop à, je sais pas moi, on va dire un stop large, un stop à 1,48, ça vous fait 24 centimes de stop. Ça fait quand même 13 ou 14%, hein, donc c'est pas négligeable. Mais votre objectif, c'est de viser le haut de range, voire même le plus haut annuel, donc 50% de hausse. Donc vous avez un risque de 15 pour un objectif potentiel de 50. Donc vous avez un ratio risque-gain de 1 pour 4. Voilà. Et puis on passe aux valeurs internationales, et là je vais faire rapide pour pas que l'émission dure 4 heures. Denbury, c'est tout simplement un exemple de trend following aux États-Unis. Pour ceux qui savent passer le pas et aller du côté américain, le trend following US, c'est quand même le trend following européen x10, avec des valeurs qui font des plus bas et des plus hauts qui se suivent et qui sont magnifiques, avec à chaque fois des petites faiblesses des prix sous MM20, et puis rapidement on repasse au-dessus des MM20 et ça repart, avec des possibilités d'acheter à chaque cassure de plus haut annuel. Et vous voyez, à chaque fois ça marche, hein. Nouveau plus haut annuel, on achète, ça monte. Nouveau plus haut annuel, on achète, ça monte. Nouveau plus haut annuel, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ça s'arrête. Mais il y a des actions comme ça qui montent pendant 10 ans. Donc essayez le plus possible d'aller sur des actions haussières de qualité. Là, c'est une action haussière de qualité, haussière sur les 5 dernières années, mais qui a besoin de faire une petite pause. Et donc j'ai un lecteur qui me dit sur Gentex, quelle zone pourrais-je regarder pour pouvoir acheter dans le sens de la tendance. Le niveau 1 est ici, c'est les 32, 50, 33 dollars. Niveau horizontal doublé de moyenne mobile à 200 périodes. Et si on n'arrive pas à tenir cette zone et que vous avez vraiment envie d'avoir ce dossier en portefeuille et qu'il continue de baisser, il y a une zone ici qui est très intéressante. C'est une zone de gap qu'on a laissé ouvert en novembre dernier qui se situe entre 30,30 et 31 dollars. Donc zone numéro 1, 33, zone numéro 2, 31 dollars pour les points d'entrée hypothétiques sur Gentex. Ensuite, Malibu Boat, c'est une action qu'on a en portefeuille chez Zone Bourse. Ici, même constat. Une valeur haussière à long terme, en trend following, qui consolide ces dernières semaines et qui revient au contact des MM200. Gros niveau à 68, 69 avec MM200. Un niveau en rappel derrière à 64 dollars. Récemment, des dirigeants de la société se sont renforcés au capital. Des actionnaires ont racheté des titres. On est dans une consolidation après une belle hausse. Et on revient sur des zones théoriques d'achat. Nous, Zone Bourse, l'avons en portefeuille. On reste confiant sur le dossier pour l'instant. On ne peut pas gagner à tous les coups. Donc voilà, si et seulement si on a une réaction positive sur MM200 ou juste sous MM200, un redémarrage, c'est parfait. On la gardera pour plusieurs trimestres. Nous, en théorie, sur Zone Bourse, j'ai posé la question. On attend la publication de septembre. Après, notre avis peut changer. Notre copie peut évoluer sur les marchés en général. Mais pour le moment, on la garde en portefeuille et on est en petite perte, je crois, de 4%. Donc pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent suivre, vous pouvez l'avoir moins cher que nous. Ensuite, Mercado Libre, superbe dynamique haussière long terme, trend following ultra puissant. On a eu une période méga haussière post-Covid jusqu'en ce début d'année qui a été suivie d'une belle correction. C'est bien qu'il y ait des corrections légitimes et de retour sur des niveaux clés. Alors là, le problème, encore une fois, c'est que moi, je prépare mon émission vendredi et ce lundi. Et vendredi, Mercado Libre, enfin jeudi dernier même, je l'ai vu casser MM20 et tenir sa zone horizontale. Et je trouve ça très beau, en fait, parce que là, vous voyez, on a un double creux sur les 1350. On est reparti, on a gagné presque 20%. Ici, on fait un double creux de nouveau, donc il y a potentiel haussier derrière. Et j'aime bien la dynamique de fond très long terme, très fortement haussière. J'adore le double creux ici. Donc pour ceux qui sont dedans, c'est haussier. On peut tracer, je pense, voilà, une oblique baissière ici, une SOH, une ROB à casser absolument. Qu'on est en train de casser mais qu'il faut confirmer. Donc voilà, ça c'est pas mal. Beau titre US méga haussier qui vient de faire une belle correction et de réaliser un double creux sur support. Ensuite, Nano Dimension, ça c'est vraiment pour les sportifs. C'est une valeur qui est passée de 1,50$ à 17$, qui a fait x10 en fin d'année dernière.
Elle est en consolidation horizontale. Elle a essayé de se reprendre le 1er avril, le 27 avril, mais à chaque fois ça bute sous les 9 dollars. Donc j'ai mis la résistance à 9 dollars en partant du principe qu'il fallait voilà, qu'on regagne MM200, on est au-dessus, MM20 repasse haussière, donc là on latéralise un temps, et si et seulement si, avec des bonnes nouvelles, on vient à casser la zone des 9,20 dollars, ce sera peut-être la renaissance, le redémarrage du trend following sur ce dossier-là. Ensuite, Petcoel, alors là je suis dégoûté parce que cette valeur, je voulais vous en parler. Et puis hier, elle prend 18% en séance, rumeur de short squeeze sur le dossier, volume historique, c'est absolument magnifique. Donc là, tout simplement, c'est pour vous donner l'exemple d'une valeur qui s'est introduite aux États-Unis il y a 3-4 mois. Elle s'est introduite à 26, elle est montée à 31, elle nous a donc fait un extrême ici qui nous sert de point de référence pour une éventuelle GLB. Elle a baissé parce que février-mars, c'était pas trop la période faste pour les introductions boursières, les SPAC. Et puis ensuite, elle a latéralisé. Donc ici, encore une fois, un peu la stratégie du Phoenix. Enfin, il n'y a pas de renaissance puisqu'il n'y a pas eu de naissance. Elle est toute jeune, cette action. Mais voilà, on va dire qu'on a une intro autour de 26 dollars. On latéralise, on latéralise, on latéralise. Puis il y a un événement de marché avec des volumes historiques qui lance le démarrage potentiel d'une dynamique haussière. Regardez le dossier, regardez les chiffres, regardez son business. On est dans la santé animale. C'est le genre de truc assez stable dans le temps et voire même avec une propension. Enfin, c'est un marché qui monte et qui devrait monter pour les années à venir. Un éventuel repli sur les 50% de ce chandelier-là et sur la zone horizontale cassée des 26 dollars serait top et serait propice pour ceux qui veulent acheter sur repli et jouer la suite. Puisque l'espoir derrière, c'est qu'on se maintienne au-dessus de ce range, qu'on soit dans la naissance d'une dynamique haussière, qu'on passe en mode trend following et puis qu'à terme, il y ait la cassure du plus haut historique et la validation d'une GLB. Donc voilà, on a ici un beau dossier qui sort d'un range avec des volumes historiques et qui par la suite peut-être pourrait nous faire une GLB et être prometteur. Ensuite, on passe à Rolls-Royce moteur d'avion, société cotée en Angleterre. C'est marrant parce que ça me fait penser à ADP. ADP, la voici. Donc latéralisation, retournement avec MM200 qui se retourne et hop, on sort. Ça me fait penser à Airbus. Ah, pourquoi ça ne me trouve pas les bonnes? Hop, donc ici c'est comme ADP mais avec une pente haussière, on va dire. Et Rolls-Royce, c'est comme ADP mais sans pente. ADP, elle est là, Airbus, elle est ici. Rolls-Royce, elle est restée au tapis. Mais c'est intéressant, parce que ici aussi, stratégie du Phoenix, on a une forte chute, latéralisation, MM200 est en soutien, et ici, il faudrait qu'on arrive à casser les 114 pounds pour relancer une dynamique haussière de court terme, voire même ensuite, par la suite, aller chercher la résistance de moyen terme et la passer. Ça me fait penser à CGG Veritas, regardez sur les dernières semaines. Latéralisation au-dessus des MM200, puis hop, tentative de redémarrage. Et ici, c'est pareil sur Rolls-Royce, avec latéralisation au-dessus des MM200, et peut-être qu'on aura une tentative de redémarrage, qui sait. Attendons un signal clair. Et puis, dernière action pour les amateurs de Pinard. Superbe configuration. Donc, c'est une société qui se cote aux États-Unis, secteur vin, spiritueux. Donc, secteur, c'est une société de portefeuille, me semble-t-il. Donc, je vais sur Zone Bourse, toujours ce fameux réflexe que vous pouvez avoir à chaque fois. The Decorn Portfolio. Et là, ce qui me plaît, si vous voulez, c'est le fait que la société s'introduit. C'est un producteur de vin. C'est un producteur de vin, donc la société s'introduit, on touche un plus haut, puis on végète à l'horizontale, et un jour, on a là un bel avalement haussier, une belle cassure de plus haut, un beau, presque marabozou, presque chandelier plein. Donc forte hausse, signal fort, cassure de plus haut annuel et cassure de plus haut historique et validation de GLB. Voilà, donc ça on aimerait en voir un peu plus en France. Malheureusement les introductions boursières en France c'est pas forcément ça. Mais pour ceux qui font des US et même pour ceux qui font de la France, surveillez ce genre de config.
Si on a une société qui s'introduit en bourse, qui végète quelques semaines, mais qui à un moment donné casse son plus haut annuel et son plus haut historique, c'est un signal extrêmement fort. Voilà, c'était une émission sacrément complète, je me suis appliqué. Là, c'est pas 1 heure, c'est 1 heure et demie, mais peut-être que ça plaira à certains. Je vous ai fait du technique, du fondamental, de l'analytique, des théories, tout ce que vous voulez. J'espère que c'était compréhensible, pas trop lent, bien expliqué. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, je vous retrouve sur Twitter, sur BFM, les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. N'hésitez pas à faire connaître l'émission Les Marchés en Action à d'autres traders, à vos amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou à retweeter la vidéo sur Twitter. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.